Merci à tous d'être venus à cette présentation. Donc, j'ai le plaisir de vous parler en premier d'un insecte que tout le monde connaît, mais j'espère vous présenter des aspects un peu moins connus de ces organismes. Donc, si je vous dis de nommer un animal meurtrier, ou penser à des animaux les plus meurtriers au monde, vous allez peut-être penser aux requins, aux lions, aux crocodiles, qui chaque année causent un certain nombre de morts. Il y a bien sûr des serpents qui causent encore plus de fatalités. Et l'homme a bien sûr sa place en termes de morts causées à d'autres êtres humains, mais le top de ces classements appartient à un insecte, les moustiques, et de loin. Pas parce que les moustiques vont tuer des personnes directement, mais à cause du fait qu'ils transmettent des pathogènes qui sont responsables des maladies parmi les plus dévastatrices au monde. Voici une petite liste, il manque encore beaucoup dans cette liste. Vous voyez ici les nombres des cas, donc malaria, de loin la plus importante, 400 millions de cas chaque année, 600 000 morts chaque année, principalement en Afrique, principalement enfants de moins de 5 ans, dengue, etc. Donc vous voyez, on compte par millions. Donc c'est normal, alors que ces maladies qui sont plutôt présentes dans des régions tropicales et subtropicales, affectent des populations les moins favorisées du monde et marquent notre culture, notre évolution et même notre génome. Donc cette empreinte, on peut la suivre dans l'histoire. Les anciens, à Rome, les Romains n'avaient pas un, mais 3 monuments consacrés à la déesse Fébris, donc la déesse de la fièvre, qui les protégeait justement des maladies transmises par les moustiques, et aussi des ennemis qui, lorsqu'ils arrivaient à Rome, rencontraient un endroit infesté et contractaient ces maladies. Et dans certaines régions, ils ont même constitué une défense, comme pour le roi Radama Ier de Madagascar, qui disait qu'aucun envahisseur ne peut faire face à mes 2 commandants, le général Asso, Forêt, et le général Tasso, Fièvre. Donc c'est la malaria, à cette époque, au Madagascar, constituait une barrière de défense contre les envahisseurs. Alors, comment est-ce que les moustiques sont devenus des agents de transmission de ces pathogènes? Donc, au début de l'histoire, donc je suis désolé, il y a des problèmes d'alignement, il y a différents groupes d'insectes ont trouvé chez les vertébrés une source de nourriture. Pas n'importe quel aliment, les sangs de ces animaux vertébrés. Même si dangereux, ce mode de vie hématophage, donc de consommer du sang, a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup d'espèces qui l'ont adopté. Le problème, c'est qu'à cette association insectes vertébrés se sont greffés d'autres organismes, dont certains pathogènes pour l'organisme vertébré et parfois aussi pour l'insecte. Et donc, ils ont commencé à circuler entre ces 2 organismes. Et donc, les insectes sont devenus des vecteurs et les vertébrés sont devenus les hôtes de ces pathogènes. Donc, nous connaissons environ 3500 espèces de moustiques, mais évidemment, ne sont pas tous responsables de transmission. Il y a seulement 200 qui piquent à l'homme, d'autres peuvent piquer aux animaux. Il y a même des espèces de moustiques qui ne se nourrissent pas de sang. En France, nous avons 65 espèces à peu près qui sont présentes. Et donc,
habitude de piquer à l'homme, parfois est dérivée déjà d'une adaptation des moustiques à se nourrir des animaux sauvages. Alors, il y a dans toutes ces listes d'espèces, il y a certaines espèces, un petit groupe d'espèces, qui se font remarquer particulièrement par leur biologie. Donc, on peut nommer par exemple Aedes aegypti, qui est le vecteur le plus cosmopolite au monde. C'est un vecteur d'une vingtaine de pathogènes différents que vous allez trouver dans des régions, depuis les régions tropicales aux régions tempérées des deux hémisphères. Son cousin, Aedes albopictus, qui est le moustique tigre, qui est une des espèces les plus invasives au monde. Ça veut dire qu'il se propage et occupe de nouveaux habitats de manière extrêmement efficace. Et finalement, le plus mortier, Anopheles gambier, qui est le vecteur principal de la malaria en Afrique, et nous avons vu déjà l'impact de ces maladies. Et donc, on peut ajouter aussi à ces listes de moustiques remarquables, c'est un qui se fait remarquer par sa beauté, donc de genre Sabetes, on a perdu l'espèce, donc c'est un moustique, dont vous voyez, qui a des écailles qui ont des reflets métalliques, des longs poils colorés, mais lui, malgré ses beautés, sont aussi vecteurs de certains virus qui affectent l'homme. Donc les moustiques mènent une double vie. Donc vous savez déjà, l'a raconté Fernando il y a 2 semaines, les moustiques mènent une vie aquatique lorsqu'ils sont juvéniles, ils ont une vie aérienne. Donc ils vont se développer dans l'eau et évoluer comme adultes dans l'air. Et cette double vie, c'est une des raisons des succès évolutifs et écologiques des insectes, qui n'est pas exclusive des moustiques, et que Christophe Ressac a parlé lors de la première présentation. Ça permet aux insectes, à 2 moments de leur vie, de profiter des différentes ressources, d'occuper différents habitats à des différents moments de la vie, et justement, sont ces groupes qui ont ces modes particuliers de développement les plus diversifiés et les plus abondants. Les moustiques en particulier, ils ont une double vie aussi en relation à leur mode d'alimentation, car ils vont alterner une alimentation sanguine, donc vont piquer des gens, des animaux, et une alimentation sucrée. Donc tous les deux sexes, mâles et femelles, vont d'un côté se nourrir de sucre, mais la femelle va compléter ses besoins de nutriments par des repas sanguins. Donc ils vont nous piquer et récupérer notre sang. Et la femelle des moustiques a vraiment 2 estomacs. Il y a un estomac qui fonctionne pour digérer le sucre et un autre estomac qui fonctionne pour digérer les sangs. Pourquoi la femelle a besoin de ces sangs? Donc, les nutriments récupérés dans ces sangs, qui est un aliment riche en protéines et d'autres nutriments, est alloué à la production d'œufs. Donc, pendant leur vie adulte, les femelles vont alterner par des moments où vont se consacrer à chercher des personnes ou des animaux à piquer, et d'autres moments, ils vont chercher des sites pour pondre les œufs. Donc, ces 2 comportements sont opposés, vont s'inhiber mutuellement. Donc, on peut se demander alors comment les moustiques font pour nous repérer. Donc, les moustiques nous repèrent grâce à toute une batterie de capteurs qui est dans la tête, des capteurs de lumière, les yeux, mais aussi des substances chimiques, des stimuli mécaniques, des chaleurs, d'humidité. Donc, tous des indices que nous émettons de manière continue. Donc, notre respiration émet des gaz carboniques, notre peau dégage des substances volatiles, et nos mouvements, nous générons un contraste visuel
avec l'environnement. Et tout ça va aider aux moustiques, car ces indices, en agissant à différents moments de la recherche de l'hôte, vont leur permettre de s'activer, ça veut dire vont se réveiller, vont noter qu'il y a quelque chose d'intéressant à proximité, s'orienter vers nous, se poser sur notre peau et décider s'ils vont piquer ou pas. Une question qu'on se pose souvent par rapport à ça, c'est pourquoi certaines personnes sont plus piquées que d'autres. Donc, c'est fréquent de parler avec des gens qui disent « Moi, je suis un exemple. Lorsqu'il y a une moustique dans une pièce, c'est à moi qui vient me piquer. » Donc, la réponse dans ces questions est une question centrale en entomologie médicale parce que si on sait quels sont les individus qui sont plus piqués par les moustiques, on pourrait les protéger davantage et éviter alors la transmission des pathogènes. Donc, la réponse courte, c'est on ne sait pas. Donc, pour l'instant, on n'a aucune information concrète par rapport à ça. Par contre, on a des pistes. On sait que donc, les CO2 de notre respiration les active et les attire est une signal extrêmement forte. Donc, malheureusement, on ne peut pas arrêter de respirer pour éviter de se faire piquer. Mais on peut imaginer qu'il y a des situations où la quantité de CO2 que nous dégageons est plus importante, comme après une activité physique. Donc, les femmes enceintes, de par leur métabolisme plus élevé, dégagent plus de CO2. Donc, on dit que les femmes enceintes sont plus piquées à ces moments de leur vie. Donc, on peut aussi incriminer la transpiration, donc ça veut dire l'odeur corporelle, en soi, car il y a de la vapeur d'eau, de l'acide lactique, qui est une autre substance extrêmement attractive pour les moustiques. Et donc, à nouveau, l'activité physique, tout ce qui fait augmenter la production de sueur, peut les attirer, mais aussi les bactéries de la peau. Les bactéries sur la peau, de par leur propre métabolisme, vont aussi dégager des molécules qui peuvent être captées par les moustiques. Il y a déjà pas mal d'années, il y a une expérience qui a été faite pour essayer de voir si la couleur des vêtements avait un effet. Donc, on a pris une personne, l'a mis dans une pièce qui avait des moustiques, et on a compté le nombre de moustiques qui s'approchaient à cette personne lorsque s'habillait avec des vêtements identiques, sauf de couleurs différentes. On a vu que les couleurs claires les attiraient peu, ce qui était moyen un peu plus, les couleurs foncées encore plus, et lorsqu'elles étaient habillées en noir, devenaient encore plus attractives. Donc on ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a des différentes expériences qui montrent ça. On sait que les moustiques ont une préférence pour les endroits ombragés, pour les objets s'approcher des objets sombres, et en plus qu'ils sont attirés par les contrastes. Lorsqu'on s'habille en noir, on est plus saillant par rapport au fond, à tout ce qu'il y a autour. Un autre facteur qui peut augmenter l'attractivité, c'est la fièvre. Donc, la fièvre augmente la température corporelle, on dégage plus de chaleur, on transpire, on est moins défensif, et donc c'est normalement un indicateur de faiblesse face à un hématophage qui doit prendre un risque pour venir nous piquer. Et dans certains cas, ces fièvres, lorsqu'elles sont produites par certains types d'infections, par exemple par le plasmodium, lorsque souffre de la malaria, il y a un changement de l'odeur corporelle qui rend les personnes plus attractives aux moustiques. Et ça se passe exactement au moment où les parasites atteignent l'état de leur cycle de vie où il est prêt à passer aux moustiques. À ce moment-là, il y a des substances qui ont été identifiées, qui sont produites et éliminées par la peau. Donc, ça correspond à un concept qui est assez général dans l'association hôte-parasite, qui est la manipulation du parasite. Ça veut dire que le parasite va manipuler le métabolisme de l'hôte pour augmenter ses possibilités d'être transmis. Et la mauvaise nouvelle, donc boire de l'alcool, en particulier de la bière,
nous rendait plus attractifs face aux moustiques. Donc, c'est bien de faire du jogging, on fait un barbecue à l'extérieur l'été, et on veut se réfléchir avec une bière. Donc, s'il y a beaucoup de moustiques, ce n'est pas la meilleure stratégie. Il y a un moustique en particulier qui, en ce moment, attire beaucoup l'attention de tout le monde, en France, mais en Europe en général et dans d'autres endroits du monde, qui est les moustiques tigres. Mais c'est qui les moustiques tigres? Les moustiques tigres, c'est Aedes albopictus, c'est moustique que je vous ai présenté comme l'espèce une des espèces les plus invasives au monde. Donc, c'est un tout petit insecte, un demi-millimètre, qu'on appelle tigre parce qu'il a un corps de couleur noire avec des bandes et des taches particulières de couleur blanche qui ressortent beaucoup. Donc, cette moustique est originaire du sud-est asiatique et, par la voie en suivant les voies de commerce, était transportée passivement à différentes régions du monde, y compris en Europe. En France, ces moustiques ont été détectés par la première fois dans l'année 2004, dans les Alpes-Maritimes, ici, et 8 ans plus tard, en 2012, vous voyez, ça avait déjà colonisé d'autres régions. 2015, les rouges commencent à s'étendre et l'orange indique, sont des endroits, on l'avait croisé, mais on ne pouvait pas encore déclarer comment implanter. 2018, 2021, ça c'est la dernière carte. Il est partout, on était plus ou moins épargnés, mais depuis octobre 2020, l'Agence régionale de santé a déclaré officiellement que les moustiques tigres est installés en France. Ça veut dire qu'ils restent sur place, passent l'hiver, par minute, survivent, et les printemps suivants, lorsque les temps s'améliorent, redeviennent actifs. Alors, pourquoi ces moustiques ont autant de succès? D'une part, parce que sa petite taille et sa capacité de s'adapter aux différents environnements les fait un objet susceptible de transport passif. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2018 par des chercheurs français et espagnols qui a montré que les moustiques tigres voyagent en voiture. Donc, ils sont mis sur les autoroutes, arrêtés des voitures et inspectés l'intérieur des voitures. Et donc, déjà, si je reviens en arrière, là, vous pouvez déjà reconnaître certains axes des passages de ces moustiques. Par ailleurs, il peut se reproduire dans des endroits très différents. Là où il y a un petit poche d'eau, ça suffit. Donc, une empreinte laissée par une personne, par un animal dans un parc, ou même dans nos jardins, lorsqu'il y a des objets qu'on laisse abandonnés et qui peuvent alors se remplir d'eau. Donc, dans ces petits volumes d'eau, il peut se reproduire. Donc, je vous ai dit que les moustiques peuvent passer l'hiver parmi nous. Ça, c'est assez surprenant à cause des températures, mais ces moustiques, cette espèce en particulier, a la capacité, à la fin de l'été, la femelle va produire 2 œufs qui vont rentrer dans un état de quiescence, qu'on appelle la diapause, et passer l'hiver en diapause pour éclore lorsque le printemps arrive. Donc, alors pourquoi c'est important de surveiller ces moustiques? Pourquoi on doit suivre l'évolution de ces moustiques et pourquoi tout le monde en Europe, dans le monde, fait attention à ces moustiques? Déjà parce que ces moustiques, comme son cousin Aedes aegypti, est vecteur d'un grand nombre de pathogènes, dengue, Zika, chikungunya, etc. Donc si un voyageur rentre après avoir été infecté dans un autre endroit du monde, il peut constituer un cas importé
de ces maladies. Donc, si en plus, il y a des moustiques où ces voyageurs arrivent, les moustiques peuvent s'infecter et commencer à transmettre ces maladies à la population naïve et provoquer des cas autochtones. Il est pour ça que pas seulement les moustiques en soi est suivi, sinon qui ont fait beaucoup d'attention au rapport des cas importés ou autochtones de ces maladies. Donc là, vous savez les données les plus récentes, 2021, donc 162 cas importés de dengue, 3 cas de chikungunya, aucun de Zika, mais un seul cas autochtone de dengue qui a été détecté et immédiatement isolé. Donc, toutes ces surveillances vont servir justement pour éviter la propagation de ces maladies. Et donc, comment on les surveille? Donc, on les surveille en utilisant des pièges pondoirs, donc proposant dans la nature des endroits qui sont propices aux femelles pour pondre des œufs. Donc, c'est tout simplement un seau noir rempli d'eau, avec un substrat. Et donc, on peut venir l'inspecter régulièrement, tous les semaines ou toutes les 2 semaines, pour voir s'il y a des œufs. En même temps, on fait des piégeages des moustiques adultes en employant des pièges qui vont dégager les mêmes stimuli, les mêmes signaux que nous dégageons, les CO2, des odeurs, de la chaleur. Et ça, c'est efficace pour attirer les femelles. Et pareil, on inspecte, on peut voir quelle espèce il y a et si ces moustiques sont infectés ou pas. Donc, toutes ces méthodes associées à une forte campagne de sensibilisation et de participation de la population lorsque les printemps arrivent, c'est pour ça qu'on parle autant dans la presse. Donc, il y a même une application qui aide, ça peut aider les gens à les reconnaître, l'identifier et envoyer une alerte comme quoi à trouver quelque chose qui ressemble. On peut envoyer une photo et alors une spécialiste va valider s'il s'agit d'un moustique tigre ou pas. Donc on pourrait alors penser que côté moustique, bon, tout est mauvais, donc il n'y a qu'un côté sombre chez les moustiques. Cependant, il peut nous rendre service, donc notamment service aux écosystèmes. C'est vrai que le rôle écologique des moustiques est moins connu que le rôle en tant que vecteur des maladies. C'est plus un problème de santé publique que d'écologie aux yeux de beaucoup de gens. Mais on sait, malgré ça, qui sont des pollinisateurs, au même titre que les abeilles et d'autres insectes. Et il y a même des plantes qui ont une association spécifique, comme par exemple cette orchidée que vous voyez à droite, qui est pollinisée uniquement par une espèce de moustique. Donc, ce sont des pollinisateurs qu'on ne peut pas remplacer. En plus, ils constituent, notamment dans la région arctique, où ils vont éclore par millions dans une période brève de temps, sont la nourriture pour d'autres organismes, autant à l'état adulte, comme par exemple pour les chauves-souris, pour les oiseaux, pour des insectes prédateurs, mais aussi dans les milieux aquatiques, ils constituent une biomasse très importante d'aliments qui permettent à d'autres organismes de se développer. Alors pourquoi c'est important de contraster ces deux effets? Parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui se passe si on élimine les moustiques du monde. Donc on peut imaginer un monde sans moustiques. Et du point de vue technologique, on s'approche. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais dans quelques années, on avance, on a des tests qui ont été faits, surtout parce qu'on dispose aujourd'hui de certaines techniques qui permettent d'effacer complètement des populations entières d'insectes. Donc, une de ces questions qui est en train d'être investiguée
par différents laboratoires, y compris en France. C'est ça qu'on appelle le forçage génétique. Donc, pour éliminer les moustiques, donc, on peut penser à créer des moustiques transgéniques, donc génétiquement modifiés, qui portent des gènes qui sont délétères pour la population. On peut élever ces moustiques par millions dans des usines, les libérer dans la nature, mais le problème, c'est que naturellement, la propagation de ces gènes délétères est très lente, voire peut s'arrêter rapidement. Le forçage génétique, c'est encore une couche à ces modifications génétiques qui fait que ces gènes délétères se propagent de manière plus importante dans la population. Et les expériences qui ont été faites dans des conditions restreintes ont montré qu'on peut éliminer complètement une population si on insère des gènes d'infertilité ou des gènes létaux. Évidemment, ce dilemme n'a pas une solution technique, c'est plutôt un débat éthique. Donc, lorsqu'en Floride, on a voulu libérer des moustiques génétiquement modifiés, il y a la population qui a réagi. Ce n'était pas de forçage génétique encore, mais déjà de libérer dans la nature des organismes modifiés génétiquement, ça génère des questions. Donc, c'est une discussion qui va venir dans les années prochaines, qui se développe déjà. Donc, pour finir un peu, qu'est-ce qu'on fait sur les moustiques à l'IRBI? On travaille sur différentes questions, certaines liées à des aspects fondamentaux de leur physiologie, de comment un moustique fonctionne vraiment. En particulier, les rapports avec la température et des questions de respiration. Donc, Fernando a dit, l'idée généralisée, c'est que les larves des moustiques respirent de l'air atmosphérique. Il y a des méthodes de contrôle des larves des moustiques qui consistent à appliquer des produits qui vont les faire plonger. Et donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'en fait, ces larves peuvent également respirer de l'oxygène de l'eau et qu'ils ne meurent pas, simplement parce qu'ils plongent. Un autre aspect que nous étudions, c'est le rapport à la température. Chaque fois qu'un moustique vous pique, donc il va ingérer une quantité relativement très importante de sang qui est beaucoup plus chaude que l'animal lui-même. Les moustiques sont des animaux sans froid, comme tous les insectes. Ça veut dire qu'ils sont à la température de l'air. Et notre corps est beaucoup plus chaud, parfois à 20 ou 25 degrés plus chaud. Et donc, certaines espèces ont développé des méthodes pour refroidir leur corps. Là, on voit un moustique en train de se réchauffer, qui devient rouge parce qu'il est en train de sucer le sang. Et ici, comment il refroidit. Ces changements de couleur indiquent qu'ils se refroidissent. Donc, nous travaillons également sur des questions d'apprentissage et mémoire. Fernando a déjà raconté ses travaux sur l'apprentissage des larves. Nous nous intéressons également aux adultes, donc pour apprendre à quel point l'expérience individuelle peut modifier les préférences des moustiques pour un certain type de personnes ou d'autres. Nous travaillons aussi sur la répulsive, les vraies répulsives de chimie, pas les ultrasons. Les répulsives ultrasons ne sont pas des répulsives, en fait. Et donc, les questions qui nous intéressent, c'est de type, pourquoi les répulsives repoussent les moustiques, quelque chose qu'aujourd'hui personne ne sait. On cherche de nouveaux répulsifs, de manière raisonnée, et on peut en lien entre ces deux aspects, apprentissage et répulsif. Est-ce qu'un moustique qui pique une personne qui s'est appliqué la répulsive il y a 2 heures, ça veut dire qu'il y a une faible concentration, peut après préférer aller piquer, aller chercher les gens qui ont la répulsive après avoir un repas sanguin à succès. Donc, je vous remercie pour votre attention et donc, si vous avez des questions, je vais répondre avec plaisir. Merci beaucoup, Claudio, pour cet exposé très complet, avec cette
indication philosophique à la fin qui nous invite à la réflexion sur la transition écologique qui nous attend devant nous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être une première question, c'est, tu as évoqué le fait que si il y avait un cas importé de quelqu'un de malade, en fait, et qu'il arrive sur le territoire, ça peut favoriser la propagation donc de la maladie par l'implantation de moustiques tigres, par exemple. Et pourquoi, finalement, dans les populations invasives, on a plutôt des moustiques qui ne contiennent pas ces agents pathogènes, ou est-ce qu'il y en a qui arrivent, qui sont déjà porteurs, en fait, des parasites? Il n'y a pas... Donc, c'est rare qu'une moustique porte un parasite à la naissance. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement rare. Donc, pour pouvoir s'infecter, doit d'abord piquer une personne malade, et pour transmettre, doit piquer une deuxième fois une personne qui n'est pas malade. Donc, les moustiques, pour qu'une maladie se propage, les moustiques doivent piquer 2 fois. La première pour s'infecter, la deuxième pour transmettre, et vivre suffisamment long pour que ces pathogènes puissent s'installer dans leur corps. Donc ça veut dire que ceux qui arrivent sur un territoire donné arrivent plutôt au stade juvénile qu'au stade adulte, en fait, finalement. En fait, ceux qui arrivent sont normalement des adultes et arrivent des populations qui sont plutôt proches. S'il n'y a pas une zone où il y a une épidémie, il n'y a pas de raison pour que ces moustiques soient infectés. Donc, vous avez vu l'incidence de ces maladies et le nombre de cas autochtones est extrêmement faible. Donc, la probabilité de transmission, il ne faut pas paniquer, disons. Il faut juste être attentif et surveiller. Oui. Bonjour, merci. Je voulais vous poser une question par rapport à un article que j'ai lu il y a quelques années où il était question d'un moustique qu'on avait retrouvé conservé dans de la résine, un très vieux moustique. Et il y avait toute une excitation dans l'article scientifique de dire on va pouvoir apprendre plein de trucs, du sang, des animaux qu'il a piqués à l'époque. Alors est-ce que c'est fake news, fiction ou réalité scientifique? Je pense, bon, là, je pense que Elisabeth peut répondre mieux que moi. En fait, pour conserver ces marqueurs génétiques, il faut des conditions très particulières. Oui, alors, quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais au Muséum d'histoire naturelle à Londres et j'avais un collègue, on était en pleine époque Jurassic Park et j'avais un collègue qui a fait des années d'études, de recherche pour essayer d'avoir de l'ADN de moustiques à partir d'ADN d'insectes à partir de l'ambre et ça n'a jamais marché. Donc Jurassic Park, ça ne marche pas. Voilà. On peut toujours extraire de l'ADN, même de l'air et de l'eau, mais en fait, ça n'a pas d'ADN de moustique et encore moins d'un virus qui serait dans le moustique. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, bonsoir. Vous avez dit que les moustiques étaient porteurs de pathogènes, mais est-ce que ces pathogènes ont aussi une influence sur le moustique lui-même, en termes soit de comportement ou de santé du moustique lui-même? Oui, normalement, les pathogènes qui sont vectorisés par les insectes ne sont pas anodins pour l'insecte. Donc, il y a beaucoup de travaux qui montrent des effets différents, des modifications de comportement, parfois dans le sens de faire l'insecte piquer plus fréquemment pour assurer la transmission, mais dans d'autres cas, il y a un vrai impact sur la capacité de vol, sur l'activité de l'insecte. Une autre question, du coup. Est-ce qu'il serait possible d'insérer, par exemple, un virus inactif dans le moustique pour faire une campagne de vaccination bio, par exemple, ou au contraire, le transformer en arme biologique? En théorie, je dirais que c'est possible si on arrive à insérer
des éléments qui vont déclencher une réponse immunitaire sur l'hôte et qui sont injectés avec la salive de l'insecte. J'ai jamais entendu ça sur les moustiques. Par contre, il y avait un laboratoire en France qui a employé cette stratégie pour vacciner des lapins sauvages contre la myxomatose. Donc, ils avaient des poux en laboratoire. Ces poux étaient infectés donc, par, je ne me souviens plus pourquoi, donc ce n'était pas génétiquement modifié, mais plutôt avec une souche, comme vous disiez, atténuée de pathogènes, et après libéré dans la nature, était censé immuniser les lapins. On a le temps pour 2 petites dernières questions. Bonsoir Claudio. Bonsoir. Est-ce qu'on a étudié si les personnes qui ne se font pas piquer par les moustiques émettent des composés répulsifs eux-mêmes? Est-ce que ça a été regardé? C'est étudié. Il y a un travail qui a été publié début des années 2000 qui disait avoir trouvé que dans la laine des personnes... D'abord, ils ont comparé différents individus, 9 individus en total, et vérifié quelque chose qu'on sait qu'il y a certains individus qui sont plus attractifs que d'autres. Et après, ils ont séparé l'odeur corporelle de la laine. Ils ont pris la personne la plus attractive et la moins attractive et comparé la réaction des moustiques. Et ils concluent que c'est la laine de la personne moins attractive. Ça a lancé une série de recherches. Il y a Rothamsted des gens qui se sont penchés sur ce sujet, mais le problème, c'est qu'à l'origine, cette expérience avait un effectif égal à 1. Donc, c'était un individu contre un individu. C'est très difficile de faire des expériences contrôlées avec des volontaires humaines qui appartiennent à une même population. Donc, c'est facile avec une mouche, mais ce n'est pas facile avec des personnes. Et finalement, ces projets ont été complètement abandonnés. Et aujourd'hui, bon, il n'y a personne qui suit ces pistes. Oui, je veux bien poser une autre question par rapport à la... Vous parliez de la couleur, et je pensais à la couleur de la peau, ne voyant en moi aucun racisme, bien évidemment, mais je veux dire, y a-t-il eu des études de fait par rapport à ça? Et je ne sais pas. En fait, mais maintenant, vous disiez vous-même que la couleur n'était que hypothétique, enfin, il y a la chaleur, il y a etc. Non, la couleur n'est pas hypothétique. Il y a un article qui va sortir bientôt, donc j'ai lu un peu en avance, qui justement analyse la réponse des moustiques en présence de CO2 et d'autres substances à la couleur. Et effectivement, il y a une préférence par la couleur et dans la gamme des couleurs de la peau humaine. Et, donc, ça veut dire qu'il y a deux phénomènes différents. Soit, donc, comme les mouches tsetse et d'autres insectes hématophages, repèrent mieux ça qui est plus saliente dans l'environnement, à distance, par exemple, une personne qui se balade et qui fait un certain contraste contre la végétation. Et d'autre part, il aurait une préférence des couleurs. Par contre, ces préférences de couleurs pour les moustiques comme pour d'autres insectes, ce n'est pas totalement comprise. Ok, ben merci beaucoup Claudio. Merci.